I'm going to switch in French pour présenter donc notre dernière intervenante de ce panel consacré au nouveau modèle, Laurie Gangarosa. Laurie Gangarosa est architecte à Lyon et enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Elle mène depuis 2018 un travail en doctorat sur la conversion littéraire contemporaine des architectes au sein de leur discipline, dans laquelle elle interroge l'engagement de l'architecte écrivain. Et c'est en puisant dans ce vaste corpus d'architectes écrivains et plus précisément d'architectes autobiographes qu'elle nous parle aujourd'hui de l'architecte états-unienne Denise Scott Brown, qui enseigne également en plus de son activité en agence. Laurie, c'est à vous. Merci Charlotte, et donc merci à l'ensemble des organisateurs de ce colloque, et bonjour à toutes et à tous. Donc je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous sur le partage? C'est parfait. Super, merci. Donc pour clore cette session consacrée au nouveau modèle, nous allons ici nous intéresser à une architecte enseignante, donc Denise Scott Brown, avec cette photographie la représentant, qui finalement est issue de ses archives personnelles prolifiques, ce qui est d'importance comme on le verra par la suite. Une photographie qui nous invite en effet à considérer le qualificatif de pionnière qui lui est souvent attaché au sein de la discipline. En effet, un pionnier désigne à l'origine un ouvrier terrassier, c'est-à-dire celui qui prépare la voie aux autres, celui qui en stabilise pour la collectivité les sols et les fondements. Mais, pardon, j'ai un petit souci. Voilà. Mais avant de lui associer ce qualificatif de pionnière, donc, revenons sur son itinéraire. Denise Scott Brown est aujourd'hui une architecte et urbaniste américaine, âgée de 89 ans. Née en 1931 en Rhodésie du Nord, en Afrique australe, elle émigre en 1958 aux États-Unis pour y effectuer un double diplôme, en urbanisme pour commencer, puis en architecture, à l'Université de Pennsylvanie. Mais un parcours qui jusque-là se superpose donc à celui de sa mère, donc Phyllis Lakowski, qui avait elle-même été étudiante en architecture, mais avait dû abandonner le projet d'embrasser ce métier après s'être mariée. Denise Scott Brown dépassera quant à elle cet empêchement lié à son genre en restant aux États-Unis, où elle exercera finalement, tout en enseignant en parallèle ces deux disciplines, urbanisme et architecture, et ce dès l'âge de 29 ans et durant 43 ans. Sa carrière d'enseignante démarra en effet en 1960 et se termina en 2003. Un temps long où elle déplaça ses savoirs en différents territoires et établissements, stabilisant par là même son statut d'enseignante. Elle fut ainsi assistante à la Penn School of Fine Arts, puis enseignante invitée à l'Université de Californie à Berkeley, pour devenir ensuite professeure associée à la Los Angeles School of Architecture and Urban Planning, et enfin pour finir sa carrière comme professeure invitée à la Yale University et à la Harvard University. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, la reconnaissance de Denise Scott Brown tient davantage à sa posture d'enseignante-chercheur qu'à celle bien plus conventionnelle dans la profession d'architecte maître d'œuvre. Elle a en effet inauguré de nouvelles manières d'enseigner, de penser, mais aussi de représenter et de concevoir le territoire de son temps. Un territoire où se déploie un imaginaire extrêmement riche, de grande vitesse, à la fois anthropisé et mondialisé, en allant aussi se déplacer sur des territoires qui ne soient pas de l'ordre de l'œuvre ou de l'exceptionnel, mais plutôt des territoires dits de l'ordinaire. Pour le saisir, ce fameux territoire, Denise Scott Brown met en place un protocole de recherche alors inédit à l'université. Elle fait ainsi sortir les étudiants de leur studio, les éloignant par là de leur table à dessin. Dans cette nouvelle pédagogie, l'arpentage est favorisé, privilégiant des captations embarquées, plaçant au centre de la démarche de projet l'outil photographique, chose qui n'était absolument pas faite auparavant. En effet, pour Denise Scott Brown, le projet urbain et architectural est avant tout une question de regard, d'outils et de mode de représentation. Ce mode d'enseignement, que par la suite on continuera d'appeler le learning from, fera par la suite école.
Il invite en effet à produire de la connaissance à partir d'expériences immersives toujours situées. Le territoire d'étude choisi vient ainsi infléchir les conventions de représentation et les représentations qui sont auto-érigées de façon a priori par la discipline, mettant comme ça en évidence de façon conventionnelle le plan et la coupe comme outils privilégiés par exemple. Ainsi, manipulation des échelles, des signes, de la relation entre texte et image, ou alors de l'orientation, sont ainsi remises à plat. Denise Scott-Brown a mené ses fameux travaux pédagogiques dès 1968 au sein donc de la Yale School of Architecture and Urban Planning et forme équipe à ce moment-là avec 2 autres architectes enseignants, donc qui sont Robert Venturi et Steven Isenor. Cela au sein d'un studio dont le nom deviendra célèbre, celui du Learning from Las Vegas. Ces travaux précurseurs donneront lieu à une publication éponyme en 1974 qui compte désormais parmi les fondamentaux de la littérature architecturale et urbaine. Cet engagement, finalement, à enseigner autrement se double d'une motivation pour l'architecte à porter témoignage de son expérience vécue en tant que femme architecte et enseignante. Elle mobilise pour cela une démarche d'archiviste, et ce, tout au long de sa carrière, au travers de 2 outils de restitution privilégiés, l'un photographique et l'autre littéraire. Dans un cas comme dans l'autre, elle s'en tient à son propre point de vue. C'est donc elle, comme on le voit ici, à la fois derrière l'objectif, mais c'est elle aussi devant celui-ci. Comme en témoigne sa pratique récurrente de l'autoportrait, dont on a ici 2 exemples. De la même manière, l'ensemble de ses écrits, qui viennent ponctuer toute sa carrière, affirment eux aussi une écriture à la première personne du singulier, d'où le nom de la présentation de ce jour. Cette expression autobiographique est émancipatrice et défend l'audibilité d'une voix de femme au sein d'une discipline tenue majoritairement par les hommes. Et ces 2 photographies montrent à la fois la dimension prolifique, à la fois des écrits, mais aussi du travail d'archiviste de l'architecte autour de ces 10 écrits. Finalement, ce combat à exister en tant que « je » autonome s'explique par la figure de couple qu'elle forme avec Robert Venturi, pareillement architecte, urbaniste, enseignant et auteur. Dans ses écrits, comme dans le fragment que vous avez ici sous les yeux, Denise Scott-Brown décrit ainsi son mariage avec le célèbre architecte et enseignant comme finalement un point de basculement dans sa propre exposition à des actes de discrimination. Un tournant qui marque aussi le milieu de sa carrière. En effet, tous 2 enseigneront ensemble dès l'année 1961 et ils se marieront quelques années plus tard, en 1967. En parallèle, ils s'associeront au sein de l'agence Venturi Scott-Brown & Associates, qui est toujours active aujourd'hui. Et bien que Denise Scott-Brown ait toujours gardé son premier nom d'épouse, donc de son premier époux mort d'un accident de voiture avant sa rencontre avec Robert Venturi, elle sera régulièrement amalgamée à l'identité de son nouveau conjoint via la formule consacrée dans le milieu architectural et légèrement réductrice « The Venturis » avec un S. Mais aussi, elle sera souvent reléguée au rang de femme de ou d'éternelle seconde, suivant un schéma bien commun. Finalement, l'épisode le plus cuisant et polémique de cette inégalité de reconnaissance au sein du couple d'architectes et d'enseignants atteindra son paroxysme en 1991 lors de la remise du prix Pritzker. Ce sésame, incontournable donc au sein de la discipline, récompensera en effet le seul Robert Venturi, alors que leur production d'agence, mais aussi leurs travaux pédagogiques et littéraires, étaient difficilement dissociables. En guise de protestation, Denise Scott-Brown restera d'ailleurs symboliquement à la maison lors de la cérémonie officielle, refusant de l'y accompagner et d'y être représentée. Ce qui est intéressant, c'est que cette injustice sera a posteriori publiquement dénoncée, et ce, encore récemment. En 2013, par exemple, où des étudiantes de l'université de Harvard créèrent le groupe Women in Design et lancèrent une pétition pour décerner rétroactivement le prix à Denise Scott-Brown qui aurait dû lui revenir en reconnaissance de son travail. L'institution du prix Pritzker ne bougea quant à elle pas d'une ligne
et il fallut attendre 2004 pour qu'une femme architecte, donc en l'occurrence Zaha Hadid, soit récompensée du dit prix, dont on voit ici la galerie de portraits plutôt révélatrice en termes de représentation du genre. Pour autant, cet épisode marqua l'émergence d'un militantisme féministe au sein de la profession, et notamment parmi les rangs des universités et des écoles en architecture. C'est dans ces enseignements, justement, que Denise Scott Brown trouva un cadre propice à l'affirmation de soi. Sa pédagogie était innovante et revendiquait une fine articulation entre savoir théorique, expérimentation en immersion dans les territoires et récits d'expériences vécues. En effet, pour l'architecte, posture intime, posture sociale et posture professionnelle étaient indissociables, la conduisant à assumer la ressource autobiographique comme productrice de connaissances. Son enseignement revendiquait ainsi en toute cohérence la subjectivité face au normatisme ambiant. Comme en écho finalement aux théories féministes du Standpoint, alors émergentes aux États-Unis dans les années 1970, l'architecte prenait son expérience personnelle comme point de départ épistémologique, invitant les étudiants et étudiantes à en faire de même. Le matériau subjectif était donc ce qui finalement faisait paradoxalement collectif au sein du studio, largement ouvert sur l'université. Elle les sensibilisait ainsi au fait qu'ils percevaient, projetaient et représentaient, en tant qu'étudiants en architecture, le monde d'une manière complètement orientée, bien loin de l'idéal de neutralité promis par la rationalité, notamment moderne et particulièrement revendiqué dans le champ de la discipline architecturale. Elle leur apprenait donc à faire projet avec la pleine conscience du point de vue mobilisé et à emporter des savoirs finalement toujours situés. Elle mesurait également l'enjeu suivant et l'a toujours revendiqué au cours de sa carrière. Le fait que la diffusion de ses idées ne doive pas se limiter au cercle resserré de ses étudiants. Car si pour elle, enseigner impliquait l'action de transmettre, il s'agissait de s'intéresser aux formes mêmes de la transmission de l'expérience. Denise Scott Brown a ainsi réuni, au gré de sa carrière, une quantité pharaonique d'archives, consignant photographies personnelles et écrits rédigés toujours à la première personne. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ces dernières années, à la manière d'une rétrospective, puisqu'elle a aujourd'hui 89 ans, elle en a restitué des fragments choisis sous deux formes de diffusion complètement complémentaires. La première forme de diffusion est un recueil de textes intitulé Having Words, donc qui est paru en 2009 et qui vient compiler des publications attestées parues dans des revues ou dans des ouvrages précédemment, tout autant que des écrits inédits. Le second moyen de diffusion de sa pensée est une exposition monographique nommée Downtown Denise Scott Brown, réalisée en 2018 à Vienne. Ces deux formes de récit de soi, tous deux portés en fin de carrière, réaffirment clairement l'engagement incarné dans sa posture d'enseignante. Et ce, donc dans un milieu universitaire et professionnel où les figures féminines étaient figures d'exception, à la fois peu visibles sur le terrain, mais aussi peu visibles dans l'histoire de l'architecture. Denise Scott Brown a ainsi su prendre place en s'emparant dans ce milieu activement des questions de genre. Elle a ainsi décrypté, dans ses écrits notamment, et notamment dans cet ouvrage Having Words, comment finalement, au sein de son propre environnement et de l'enseignement lui-même, se glissaient des injustices paritaires qu'elle se tâchait de relever. Elle égrène ainsi entre les lignes des inégalités qui se glissent dans la hiérarchie des postes et des carrières notamment, mais aussi des a priori d'autorité et de légitimité académique, tout en relevant des anecdotes de rites de reconnaissance à l'œuvre, comme notamment dans les stratégies d'affichage de signatures au sein de l'université. Elle aborde ainsi l'enseignement en tant qu'institution, depuis sa posture d'enseignante, et ce, sans la dénuer de ses dérives hiérarchiques et de ces jeux de pouvoir qui finalement y ont cours. Elle y décortique le système éducatif global sous l'angle de détails qui finalement n'en sont absolument pas, et de situations concrètes. Sans toutefois tomber dans une opposition de genre, Denise Scott Brown est ainsi devenue la porte-parole des femmes pour sa discipline,
notamment avec l'un de ses essais aux revendications affichées. Celui-ci a été écrit en 1975, mais pour la première fois, il a été publié en 1989, après finalement un temps d'autocensure avoué par Denise Scott Brown elle-même, au vu des incidences qu'il aurait pu avoir alors sur sa carrière. Cet ouvrage s'intitule Room at the Top, Sexism and the Star System in Architecture. Dans ce texte, comme dans tous les autres d'ailleurs, la tension narrative entre le « je » narratif et le « nous » saute clairement aux yeux du lecteur. En effet, Denise Scott Brown écrit toujours à la première personne du singulier et démarre régulièrement ses textes par le pronom « je » exposé volontairement en début de phrase. Cependant, un autre effet de formule récurrent donne à son propos un sens parfois paradoxal. Il s'agit de l'expression familière « Bob and I », Bob renvoyant donc à Robert Venturi, son époux, que l'architecte utilise pour parler de leur vision et action commune, à la fois au sein de leur agence et au sein de l'université où ils enseignent tous deux. Avec cette règle grammaticale de politesse, la formule Bob and I fait également repasser de fait Robert Venturi au premier plan dans la manière d'énoncer des idées communes. Cette prise de position, donc, qui a été complètement exposée sur la scène culturelle contemporaine ces dernières années, a contribué à faire de Denise Scott Brown une icône. L'actualité des deux ouvrages présentés ici en témoigne, plaçant l'architecte radicalement à l'affiche. Donc, on a ici le documentaire Rêveuse de ville du réalisateur Joseph Hillel, qui a été sorti en 2018, où Denise Scott Brown est l'une des 4 pionnières de l'architecture, aux côtés de 3 autres femmes, Cornelia Ann Oberlander, Blanche Lemko von Ginkel et Phyllis Lambert. Mais aussi un deuxième ouvrage qui a fait date, qui s'intitule La voix des femmes, paru également la même année 2018, et réunissant des figures connues, mais aussi méconnues de la scène du design et de l'architecture du XXe et XXIe siècle. Et comme toute icône est rattachée à une iconographie choisie, il est ici intéressant de noter la mobilisation systématique de la même photographie, l'architecte. En effet, dans ce cliché de 1966, on perçoit en effet clairement la posture de Denise Scott Brown, en son sens propre finalement de campement corporel. On la voit donc sur cette photographie, les pieds solidement ancrés, le regard frontal et les mains sur les hanches. Mais aussi une posture qui affirme une sorte de territorialité, puisque l'architecte se met à l'échelle du skyline de Las Vegas, qu'on voit en arrière-plan. Las Vegas est clairement son laboratoire privilégié en termes d'expérimentation pédagogique, où tout finalement dans l'appréhension de ce territoire est une affaire de point de vue. Une autre finalement récurrence iconographique dans la manière de présenter ces femmes architectes au sein de leur discipline dans ces ouvrages, c'est le fait d'associer finalement à l'icône de la femme architecte des représentations de cette femme-là en immersion dans des promotions d'étudiants en architecture, de manière à mettre en évidence des inégalités de représentation paritaire. C'est donc ce qu'on voit ici avec donc 2 vidéogrammes qui ont été extraits du documentaire précédemment cité, donc Rêveuse de ville, où la figure d'icône finalement de la femme architecte et enseignante est toujours ramenée à un contexte infiniment minoritaire. Creusant un sillon, cette figure précurseuse d'architecte enseignante a finalement servi de modèle à toute une génération d'étudiantes, leur permettant ainsi de se projeter dans l'exercice de leur profession et accompagnant réciproquement la mutation de l'enseignement en architecture, tout en faisant se transformer le champ de ses représentations, mais aussi de ses pratiques. Comme en écho, on voit ici un extrait de la bande dessinée réalisée par l'architecte et illustratrice Diane Berg, parue dans un dossier consacré en 2012 au thème « Les femmes et l'architecture » au sein de la revue spécialisée Criticat. Et donc d'un point de vue personnel, pour avoir été étudiante en architecture et y être aujourd'hui enseignante au sein de mêmes établissements, je ne peux que reconnaître le rôle symbolique joué par ces figures d'exception. La rareté de leur visibilité n'a pu que renforcer, année après année, un regard critique, mais aussi militant,
vis-à-vis de la représentativité des femmes au cœur de la discipline. Cela d'autant plus qu'un basculement a eu lieu dans les promotions d'étudiants. Oui, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au sein de la discipline architecturale, un basculement a eu lieu au sein des promotions d'étudiants. Aujourd'hui, en France, en effet, à peu près 60% des étudiants en architecture sont du coup des étudiantes. Pour autant, on ne peut que constater le fait que 10% des agences soient encore dirigées par des femmes. Quant aux architectes enseignantes qui nous intéressent ici plus directement, elles demeurent de loin minoritaires. Et l'idéal de la parité s'amenuise encore plus considérablement dès lors que l'on considère les statuts d'enseignants titulaires au sein des établissements, mais aussi le fait que ces femmes enseignantes occupent des postes d'enseignement du projet, le projet étant finalement le mode d'enseignement placé au centre du cursus et donc le plus valorisé. Minorité et précarité restent donc intimement liées. Enfin, en guise de conclusion, peut-on considérer l'actualité curatoriale architecturale? Celle-ci a ainsi réhabilité au rang, je cite, d'icône de la modernité, une autre de ses architectes enseignantes du XXe siècle, Charlotte Perriand. La portée grand public de l'exposition monographique qui lui a été consacrée, Le Monde nouveau de Charlotte Perriand, réalisée à Paris à la Fondation Louis Vuitton l'an passé, entraîna une reconnaissance, même tardive, de ces figures de femmes autodidactes. Et la richesse des archives personnelles qui a été là encore mobilisée n'a pu que participer à la connaissance des initiés comme des néophytes, de la posture d'enseignante de l'architecte, jusque-là plutôt méconnue. Un enseignement dans le cas de Charlotte Perriand, qu'elle a notamment exporté et reterritorialisé au Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Comme l'illustre ici cette photographie souvenir issue de l'autobiographie de l'architecte elle-même et la montrant entourée des étudiants de l'Institut de Sendai. Une iconographie pédagogique donc, contribuant à un nouveau récit disciplinaire et à l'émergence de nouvelles icônes d'architectes enseignantes. Une manière finalement de dépasser le modèle normatif par l'incarnation de nouveaux modèles aux histoires toujours plurielles, bien loin des représentations et constructions sociales binaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurie, pour cette très belle intervention, je trouve finement menée et finement examinée. C'est vraiment une personnalité que je ne connaissais absolument pas. Pour donc les personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le QR. En attendant que les questions arrivent, j'en ai une au sujet du couple Denise Scott Brown et Robert Venturi. Je voulais savoir si vous en saviez plus sur la manière dont Venturi considérait son épouse, notamment au sujet du prix Pritzker que vous nous avez montré, c'est assez flagrant. Il l'a accepté quand même en son nom individuel, et pourquoi il n'a pas associé justement sa femme à ce prix quand il a été récompensé. Voilà. Okay. Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que Robert Venturi pourrait apparaître comme le méchant un peu dans l'histoire, alors qu'il a lui-même subi ce retour des critiques en prenant position du coup, pour la présence et l'association de Denise Scott Brown auprès de lui, notamment via la récompense du prix Pritzker. Donc on sait, et Denise Scott Brown le relève souvent, qu'il a milité en fait pour cette cause-là, qu'il a écrit aux critiques, au jury en l'occurrence. Donc il était clairement de son côté. Il n'y avait pas une sorte de conflit latent entre le couple, puisqu'il y avait une sorte de grande autoconsidération, étant donné aussi qu'ils savaient l'un comme l'autre que leur travail pâtirait s'ils perdaient ce binôme plutôt hyper innovant par leur association même. Donc voilà, c'est vrai que Venturi a énormément pris la parole, a été aussi porte-parole de cette cause féminine au vu de l'injustice connue par son épouse. Après, il est vrai qu'il y a une sorte je pense, comment dire, un tel prix en fait et une telle reconnaissance au sein de la discipline à l'international que le fait de le refuser, ça aurait pu être possible, et c'est quelque chose qui a été souvent soulevé dans les débats. Il n'a pas voulu aussi le refuser parce que ça saluait indirectement
pour tous ceux qui les connaissaient en tant que couple, leur travail commun. Et c'était un prix qui était associé à leur agence et aussi donc à leur projet. Et le fait de le refuser, c'était comme avoir une sorte de double peine, a priori vis-à-vis non pas de leur personne, mais de leurs travaux et de leurs projets. Je relais un compliment d'Antoine. Merci pour ce travail. Également, donc, un compliment et une question de Déborah. Merci beaucoup pour votre présentation très riche. Plutôt une remarque. Votre étude de l'iconographie pédagogique est passionnante. On a toujours l'impression que les hommes sont étonnés de les voir parmi eux. Le lien entre sa pratique et son enseignement, donc à Denise Scott Brown, semble vraiment très fort. Est-ce que des étudiantes ont ensuite travaillé avec eux? A-t-elle été une facilitatrice de ce point de vue-là aussi, ou bien dans ses réseaux? Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup œuvré à ça aussi, la manière d'intégrer les femmes étudiantes au sein de la pratique, parce qu'on sait aussi que les femmes à cette époque-là étudiaient l'architecture un peu sans problème, on va dire, elles pouvaient y effectuer leur cursus. Il y avait une sorte de plafond de verre dès lors qu'il fallait trouver un travail, et encore plus trouver un travail valorisé en agence, qui soit un travail de concepteur et pas que de seul dessinateur, à l'appui donc de chef de projet. Et donc, elle a beaucoup œuvré à ça et au fait de presque professionnaliser le studio d'enseignement et d'avoir des allers-retours entre l'agence et le studio, entre l'école et la pratique, au travers de stages et de travail annexe finalement, permettant vraiment aux étudiantes du coup de s'assumer en tant que futures professionnelles dans la pratique et au sein d'équipes qui là étaient clairement tenues par des hommes du point de vue hiérarchique notamment. Donc, il y a effectivement une grande mise en réseau en fait, du point de vue professionnel. Une question d'Émilie Baldini. Bonjour et merci pour cette présentation très intéressante et très riche. Auriez-vous des retours de ressentis d'étudiants et d'étudiantes sur l'arrivée d'enseignantes dans les écoles d'architecture? Oui, je suis assez bien placée pour en avoir, effectivement. Je pense qu'il y a une sorte de besoin de parité qui s'exprime de plus en plus. Je pense que ces 5 dernières années, il y a eu énormément de chartes, de pétitions, de conférences. Enfin, il y a une sorte d'actualité, de mise en débat au sein des écoles qui n'était pas là il y a encore 5-10 années en arrière. Donc, je pense que tout le monde se félicite de ça. Pour suivre aussi des étudiants dans leurs travaux de mémoire, enfin de travaux de recherche. C'est aussi un sujet qui est extrêmement présent. Donc, il y a une sorte de militantisme par le fait même de faire de la recherche sur ce sujet-là, de le renseigner, d'aller chercher des archives, d'aller aussi rencontrer des figures. Après, voilà, comme je le disais, il y a une sorte d'inégalité encore très latente. Et je pense que les étudiants et étudiantes sentent bien cela encore dans les écoles d'architecture, une sorte de présence des femmes, mais plutôt reléguée à certains types d'enseignement, aussi à des contrats plus précaires. Et voilà, une sorte de parité qui est encore un combat à mener au sein des écoles, clairement. Une question de Sonia Dikema. Vous avez parlé du rapport de Denise Scott Brown à la photographie. Avait-elle des liens avec des photographes et des artistes contemporains? Alors, je pourrais moins parler de ce point de vue-là, en tout cas pas en citant d'artistes directement, mais je pense que oui, effectivement, elle a beaucoup œuvré dans ce champ de la photographie, mais là encore par une sorte comment dire, de posture un peu en recul, à pas vouloir être prétentieuse vis-à-vis de ce champ qui n'était pas sa propre discipline. Elle a toujours plutôt revendiqué le faire en autodidacte, plutôt sous une forme amateur. Mais c'est effectivement via la photographie qu'elle a existé, qu'elle s'est rendue visible, qu'elle a constitué ses archives. Et de la même façon que tous ses écrits personnels étaient souvent ramenés ensuite à Venturi en disant que c'était lui qui les avait écrits, la photo lui a permis, comme il n'y a de fait qu'une personne derrière l'objectif et que les photos ont les sources de protection des données, elle a toujours été extrêmement engagée sur le fait de sourcer ses photographies et de tout le temps différencier à qui avait pris la photo, dans quel cadre, en quelle année. Donc elle a eu à la fois ce regard d'amateur et en même temps d'archiviste extrêmement précautionneuse. Donc j'imagine en travaillant avec des photographes, mais plutôt d'un point de vue un peu informel, à ce que je sache en tout cas.
C'est une question connexe ensuite qui suit de Noémie Alécanian. Bonjour Noémie, c'est mon étudiante, je la connais bien. Bonjour, merci pour votre intervention, Laurie Gangarossa. Je ne connaissais pas bien cette figure féminine, mais je trouve très intéressante sa façon de vouloir réinscrire sa propre voix et expérience dans ses méthodes d'apprentissage. J'ai été particulièrement étonnée de son utilisation de la photographie. J'aurais aimé savoir si elle avait un peu écrit sur sa pratique de l'autoportrait, qui apparaît éloignée de sa profession d'architecte au premier abord, vous nous l'avez confirmé, et plus largement si elle avait théorisé sa pratique de la photographie comme expérience immersive et personnelle dans son approche de l'architecture. Alors oui, effectivement, elle a écrit des essais sur cette question. Là encore, sans être spécialiste, elle en parle toujours du point de vue de l'architecte. Donc justement, dans Having Words, il y a un court traité, enfin un petit essai qui parle de ce rapport à la photographie. Dans Learning from Las Vegas, ce travail, enfin ce retour critique sur des travaux d'étudiants, elle parle aussi de ce média-là. Après, je pense qu'elle l'a jamais théorisé du point de vue de la recherche. Par contre, c'est vrai que à chaque fois qu'elle faisait des conférences ou qu'elle écrivait des textes théoriques, enfin, à un degré scientifique, on va dire, il y avait toujours un rapport entre le texte et la source photographique qui était presque des fois démesurée, où justement on voyait que chaque photo était elle-même une sorte de preuve, une sorte d'argument. Et du coup, elle s'en est vraiment saisie comme un matériau de recherche pour appuyer ses propos de façon assez systématique. Voilà. Merci Laurie. Sandra Vinet, qui vous remercie, cette matinée passionnante. Et Claire Salle, merci beaucoup, quelle intervention passionnante. Dans les écoles d'architecture, des dispositifs pour l'équité dans les recrutements d'enseignantes sont-ils mis en place? Oui, alors là aussi je connais bien le sujet, on va dire que oui et non. Enfin, il y a des textes de loi qui demandent à ce que cette parité soit respectée. Après, comme les recrutements en école d'architecture ne sont pas forcément générés qu'à l'échelle nationale, d'un concours national, mais délégués finalement aux écoles dans les différents établissements, on va dire que le rapport à la règle est plus ou moins respecté, il n'y a pas de quota strict à appliquer. Et on voit encore régulièrement des écoles qui ne recrutent que des hommes à des postes de titulaires, ça arrive encore régulièrement. Donc on va dire qu'il y a une sorte de sensibilisation, il y a des textes de loi, il y a des chartes, il y a un certain nombre d'obligations, mais dans le respect et l'application stricte de ces allégations, on est encore loin du compte, il y a encore un long chemin à parcourir.